Située au nord de la France, au carrefour entre la Flandre belge et la région nord, la ville de Lille demeure une ville incontournable du patrimoine français. Son passé riche et mouvementé lui confère un rôle majeur dans l'histoire de France. À cause notamment de son positionnement stratégique, cette ville fut l'objet de nombreux conflits depuis le Moyen-Âge. La ville de Lille a appartenu successivement au comté de Flandre, au royaume de France, à l'État bourguignon, au Saint-Empire germanique et même aux Pays-Bas espagnols. Elle fut reprise par Louis XIV en 1667. Pour célébrer sa victoire après un siège de 10 jours, le roi Soleil commande la construction de la Porte de Paris, que vous pouvez admirer derrière moi. Érigée entre 1685 et 1692, elle fut construite sur la base de la Porte des Malades, qui ouvrait anciennement les remparts de la partie sud de la ville. On remarque deux traits importants sur ce monument. La rigueur militaire, propre à Louis XIV, ainsi que les fastes de sa cour. Au sommet de l'arc, deux anges annoncent la victoire du roi Louis XIV. À ses côtés se tiennent Mars, le dieu de la guerre, et Hercule, symbole de la force. En effet, Louis XIV a épousé l'héritière du trône d'Espagne et parmi l'héritage, il y avait les Pays-Bas catholiques, c'est-à-dire toute la Grande Flandre jusqu'à la Hollande. Et Louis XIV, à qui on avait promis une dot de 500 000 écus d'or, n'a pas reçu sa dot et il vient chercher avec 40 000 hommes sa récompense, c'est-à-dire il prend la Flandre à la place des 500 000 écus d'or. Il prend la ville en 9 jours, après avoir bombardé le quartier Saint-Sauveur, qui est juste là derrière, avec des bombes incendiaires, un peu comme la bombe que l'on voit derrière moi, et qui sera un thème repris dans la Porte de Paris. Louis XIV prend la ville et il rentre par la porte qu'on appelait la Porte des Malades à l'époque. Et donc cette porte par laquelle il va passer est quelque chose d'important pour les Lillois et pour le roi. Et donc l'architecte de la citadelle avec Vauban, qui s'appelle Simon Voland va reconstruire la Porte des Malades et la transformer en une espèce d'arc de triomphe à la gloire du roi. Afin d'ornementer cette porte, 24 grenades ont été disposées symétriquement autour du monument, aux alentours de 1895. Anciennement appelées bombes, les grenades sont des objets constitués de 8 pièces moulées en fonte, assemblées par fonderie, et de 2 anneaux en acier forgé. Leur état étant très dégradé, Philippe Coste, du laboratoire industriel de fonderie-modelage de l'École nationale supérieure des arts et métiers de Lille, propose un projet de rénovation à la mairie de la ville dès 2001. Après de nombreuses recherches dans les archives ainsi que des mesures sur site, il a fallu créer les outillages de moulage en améliorant les techniques de fabrication et créer près de 500 pièces et 80 anneaux forgés afin de réaliser les nouvelles grenades identiques à celles d'origine. Le monument étant classé au patrimoine, il est indispensable de respecter le travail des compagnons qui ont initialement réalisé les grenades. Ceci implique un procédé d'obtention similaire, comme l'utilisation de la fonte moulée et d'assemblage par fonderie. Les élèves ingénieurs arts et métiers ont participé à cette initiative dans le cadre de leurs travaux pratiques de fonderie, articulés initialement autour du projet Lille 2004, capitale européenne de la culture. Chaque nouvelle grenade se compose de 8 pièces coulées en fonte, assemblées par fonderie, ainsi que de 2 anneaux en acier forgé. La fonte est un alliage de fer contenant du carbone, dont le taux est supérieur à celui de l'acier, ce qui la rend plus facile à couler. Ce projet a mobilisé beaucoup de ressources et a nécessité l'intervention de plusieurs compétences techniques et scientifiques. Un travail de recherche à partir des grenades dégradées existantes, une analyse des solutions techniques de procédés et d'amélioration, puis enfin et surtout la lourde phase de réalisation. Les grenades existantes étant très abîmées, il fallait donc déterminer la grenade susceptible de restituer un maximum d'informations en guise de modèle. Le choix s'est donc porté vers la seule grenade qui possédait encore son attache-anneau et la dernière petite flamme. Après décèlement in situ, elle était prête à être analysée. Après analyse de la structure, l'objectif consistait à améliorer les procédés d'assemblage pour une meilleure tenue dans le temps, avec toujours la contrainte de respecter les techniques de fabrication d'origine. Cette étude de fonderie a été réalisée avec plusieurs organismes reconnus, comme les architectes des bâtiments de France et la direction du patrimoine de la ville de Lille. La phase de réalisation s'articule autour de 3 axes principaux, le modelage, le moulage et les assemblages finition.
Le principe de la fonderie consiste à fusionner un métal pour ensuite le couler dans un moule. Les moules utilisés ici sont majoritairement composés de sable à verre, grains de sable silicieux agglomérés par de l'argile humidifiée. Pour réaliser ces moules, il est nécessaire d'utiliser des modèles, majoritairement en bois ou en résine, afin d'imprimer l'empreinte de la pièce à réaliser dans le sable. Dans les moules, il existe également des noyaux en sable pour réaliser des évidements et certaines formes complexes des pièces. Après la conception et le dimensionnement des 3 moules nécessaires pour réaliser une grenade, la première étape concerne le modelage. C'est dans cette partie que les outillages nécessaires pour la confection des moules en sable sont fabriqués. Les modèles, aussi appelés plaques modèles, servent à imprimer dans le sable l'empreinte de la pièce à mouler. Un moule nécessite 2 plaques modèles. Après de nombreuses mesures sur les vestiges des grenades, la première étape consistait à reproduire la flamme haute, assez géométrique et facilement reproductible sur un logiciel de conception assistée. Avant de dimensionner le moule, il fallait choisir l'orientation de la pièce dans celui-ci, en évitant un maximum les contre-dépouilles. Les contre-dépouilles sont des formes non démoulables naturellement, il est donc nécessaire de les éviter. C'est pour cela que la flamme a été premièrement orientée afin de limiter les contre-dépouilles. Cela n'étant pas suffisant, une solution sous forme de 2 inserts en fonte a été rajoutée. Ceux-ci viennent se positionner dans le moule en sable et seront noyés en partie dans la pièce coulée. Les 2 plaques modèles ont été réalisées en bois dur de hêtre, facile à travailler. Une série de trous est réalisée sur les 2 plaques afin de positionner celle-ci sur la machine à mouler. Le rôle de cette dernière est de serrer le sable dans les châssis métalliques composant les moules. Les éléments en bois sont usinés à partir de la définition informatique avec des machines-outils conventionnelles à bois. Ces modèles sont surdimensionnés par rapport aux pièces à obtenir, puisqu'en effet, la fonte perd 1% de sa longueur lors du refroidissement du métal solidifié. Chaque grenade est surmontée d'un couple de petites flammes et d'un couple d'attache-anneaux. Les plaques modèles sont réalisées avec un procédé similaire au précédent. Elles sont ici constituées de contreplaqués de bois d'aulne et de résine pour les parties les plus détaillées. Pour l'attache-anneau, le maître modèle a été réalisé grâce à l'assemblage de plusieurs pièces en bois. Les maîtres modèles sont ensuite utilisés pour réaliser les boîtes modèles, constituées de cadres en bois dans lesquels est coulée la résine. La boîte modèle des flammes est plus complexe avec son plan de joint gauche et nécessite 2 noyaux de parois afin d'assurer le moulage. La boîte modèle représente le négatif du modèle, de façon similaire au moule, sauf qu'elle sert à finaliser la plaque modèle. De la résine polyuréthane est coulée à l'aide de ces boîtes modèles pour réaliser cette fois le positif sur les plaques modèles. On peut remarquer différents trous permettant d'échapper les bulles et d'ancrer les modèles sur les plaques. Le jeu des 2 plaques modèles obtenues permet de couler 4 attache-anneaux et 4 petites flammes dans le même moule. À ce niveau de modelage, il faut s'assurer de la coïncidence des 2 plaques grâce à un jeu de contre-perçage. Enfin, étant donné la complexité des petites flammes et la présence d'un trou dans les attache-anneaux, il est nécessaire d'envisager la création de noyaux. Ils sont constitués de sable à prise chimique, obtenu grâce à des boîtes à noyaux, elles aussi confectionnées grâce à de la résine polyuréthane. La partie sphérique est la partie principale de la grenade. C'est elle qui lie tous les éléments précédents. Comme précédemment, la première étape pour cette partie est de créer un maître modèle en bois. Le profil de la grenade a été récupéré sur le terrain au moyen d'un conformateur constitué d'aiguilles permettant de remonter à la génératrice de la forme sphérique. Cela a permis d'obtenir un gabarit de copiage en plexiglas. Celui-ci est ensuite utilisé sur un tour à copier qui permet de reproduire la forme sur un bloc de bois. Le résultat se compose de 2 demi-mètres modèles tournés simultanément qui s'emboîtent parfaitement grâce à des pions de centrage. Pour la conception de la boîte à noyau central, il est nécessaire de défoncer 2 blocs de bois grâce à une machine à commande numérique. Les 2 demi-mètres noyaux ont été tournés simultanément après retrait sur le gabarit initial de copiage de l'épaisseur future de la pièce métallique. La coulée de la résine polyuréthane s'effectue ensuite entre chaque demi-mètre noyau enduit d'agent de démoulage et son bloc en bois évidé. La finalisation de la boîte à noyaux s'effectue avec un ponçage, l'ajout de poignées et de renforts. La géométrie des 4 feuilles présentes sous la grenade a été obtenue par un palpage par contact avec le système d'acquisition Lemoine. Le modèle numérique obtenu est ensuite corrigé et utilisé pour usiner un bloc de résine grâce à une machine à commande numérique. Le maître noyau des feuilles est ainsi obtenu. La grenade comprend 4 feuilles disposées à 90 degrés les unes par rapport aux autres. Si 2 des feuilles se moulent bien, 2 autres sont coupées par le plan de joint et présentent surtout des contre-dépouilles. La réalisation des 2 plaques modèles utilise les demi-mètres modèles sur lesquels sont ajoutés les différents éléments décoratifs, tels que des feuilles, des attache-anneaux et des tubes en acier pour ensuite positionner les petites flammes. Le dispositif de coulée est aussi ajouté. Les demi-modèles d'attache-anneaux sont assemblés sur la plaque modèle tandis qu'un tube en acier est positionné dans le sens du démoulage, afin d'y fixer les petites flammes inserts lors du moulage. Les feuilles entières sont coulées en résine grâce au maître noyau usiné précédemment, puis fixées sur chaque demi-modèle grâce à de la colle et de la visserie.
Les feuilles coupées sont quant à elles assurées par des noyaux de parois. Deux couples de demi-noyaux sont ensuite disposés de part et d'autre de la partie sphérique. Ils sont obtenus à partir des deux boîtes à noyaux, elles-mêmes obtenues grâce au maître noyau surmoulé en résine. Enfin, le modèle est finalisé et peint avec une peinture chargée au talc, afin d'éviter là aussi au bois de prendre l'humidité et faciliter le moulage. Après le modelage vient la phase de fonderie. C'est dans celle-ci que les moules en sable sont réalisés et que la coulée du métal en fusion est effectuée. Le moulage consiste à imprimer la forme d'un modèle représentant les formes extérieures de la pièce dans un sable. Ce sable est ici composé de silice et d'argile humidifiée, compacté dans deux châssis métalliques. Ces moules sont réalisés grâce à une machine à mouler qui permet de serrer le sable par secousse et pression. Lors de la coulée, il est important de réaliser une masselotte sur les parties massives. Il s'agit d'un volume présent au-dessus de la pièce et destiné à l'alimenter en métal liquide lors de sa solidification. Sans celle-ci, la pièce présenterait des trous appelés retassures. Après solidification, le moule en sable est détruit par une opération de décochage pour récupérer la grappe de coulée. Le matériau métallique coulé est une fonte, composée principalement de fer et d'environ 4% de carbone. Elle est fondue dans un four à induction et portée à environ 1300 degrés Celsius. La forme particulière de la flamme haute empêche le moulage en une seule pièce. C'est pourquoi deux inserts moulés précédemment sont ajoutés, puis maintenus par des pointes de mouleur dont la tête peut être noyée dans la fonte lors de sa coulée. Les deux plaques modèles sont utilisées pour réaliser les empreintes dans les châssis supérieurs et inférieurs. Le sable est serré par une machine à secousse-pression. Sur celle-ci, les plaques modèles sont installées et surmontées des cadres métalliques dans lesquels le sable silico-argileux est serré. Il faut creuser localement la partie supérieure du châssis avant démoulage afin d'y mettre l'insert. Le moule est ensuite finalisé avec la réalisation d'un trou débouchant au-dessus de la masselotte, qui est appelé évent afin d'éviter les surpressions de gaz dans l'empreinte lors de la coulée. La descente de coulée véhiculant l'alliage dans le moule est aussi percée. De même, des petits trous borgnes sont réalisés sur les faces extérieures du moule afin d'aider l'évacuation des gaz du sable à la coulée. Les deux châssis sont ensuite positionnés l'un sur l'autre grâce à deux broches métalliques, puis maintenus en position par 4 crampes latérales. Des poids de charge sur le moule contreront la poussée d'Archimède. De plus, l'entonnoir de coulée en sable aggloméré est collé sur le moule. La fonte est ensuite coulée à environ 1300 degrés Celsius dans les moules grâce à une poche tailleur sur brancard. Après refroidissement, le moule est décoché. La pièce est ensuite grenaillée, c'est-à-dire qu'on projette de fines billes métalliques à grande vitesse contre la pièce afin de retirer le sable encore accroché. Cependant, il reste tout le dispositif de coulée avec la masselotte ainsi que des bavures aux joints qu'il faut par la suite retirer avec différents outillages. C'est ce qu'on appelle le parachèvement. Les noyaux des petites flammes et des attaches anneaux sont préparés dans les boîtes à noyaux grâce à un sable à prise chimique composé d'un mélange de silice et de résine avec catalyseur liquide. Les demi-moules en sable silico-argileux sont réalisés grâce à la méthode précédente. Toutefois, il est ici nécessaire de placer les noyaux et inserts dans le châssis inférieur avant de fermer le moule. Le moule fermé, crampé et chargé, la fonte en fusion est coulée à environ 1300 degrés Celsius. Avant le moulage de la partie sphérique, il faut prendre soin de préparer les petites flammes et attaches anneaux qui seront directement insérées dans le moule en sable et ceinturées en partie par le métal coulé afin de permettre un assemblage durable et résistant. L'ensemble des noyaux est ensuite confectionné. On distingue le noyau central, ainsi que les 4 noyaux des feuilles situés au plan de joint. Le noyau central permet d'obtenir une grenade creuse afin d'économiser la matière et la masse. Il est rigidifié par une lanterne centrale qui joue également le rôle de cheminée afin d'évacuer les gaz lors de la coulée. Les moules sont ensuite réalisés grâce à la machine à mouler avec insertion des petites flammes dans le sable. Les arrachements éventuels de sable sont corrigés par un sable fin rouge composé de silice lié par de l'huile de lin. Le dispositif de coulée, le col de masselotte et les tirages d'air sont ensuite finalisés. Après la coulée, le grenaillage et le parachèvement, une meuleuse pneumatique permet d'améliorer considérablement l'état de surface. Le travail de finition est très long car il s'agit d'une pièce d'art. Après la fonderie, il faut assembler les différentes parties de la grenade. Tout d'abord, un surfaçage et un perçage borgne avec rainure sont réalisés sous la flamme haute grâce à une machine-outil à commande numérique 3 axes, appelée fraiseuse. Cela permet l'assemblage par fonderie avec la partie sphérique. Celle-ci est ensuite surfacée sur le dessus grâce à un tour afin de préparer les surfaces destinées à l'assemblage. Dessous, une série de perçages et taraudages est également réalisée pour accueillir des tiges filetées en inox afin de sceller les grenades autour du monument. Pour forger les anneaux, il a été nécessaire de réaliser un outillage spécifique, ceux d'époque n'existant plus. Une barre cylindrique est chauffée au four à 850 degrés Celsius, puis déformée aux 2/3 afin d'épouser la forme cylindrique donnée par la gorge de l'outillage. La tige est ensuite passée dans l'attache anneau, chauffée au chalumeau, puis cintrée à nouveau in situ pour créer l'anneau complet dont les deux extrémités seront soudées. Pour l'assemblage de la flamme haute sur la sphère, l'équipe des arts et métiers a utilisé un procédé par fonderie, plus fidèle aux méthodes utilisées par les compagnons.
Les pièces sont tout d'abord chauffées à 400 degrés Celsius, puis retournées. Un alliage d'aluminium en fusion est ensuite coulé à l'intérieur de la sphère pour assurer lors de son retrait à l'état solide la jonction des deux pièces. Le perçage rainuré de la flamme haute est dimensionné de telle sorte que les deux pièces soient indémontables une fois le métal solidifié. Enfin, après l'assemblage final, quelques meulages et finitions sont réalisés. Les grenades sont ensuite peintes pour éviter la rouille et résister aux intempéries. Les tirants inox destinés à la fixation autour du monument sont ajoutés. Les grenades sont alors prêtes à être fixées. Après 5 ans de modelage et de moulage fait ici aux Arts et Métiers de Lille, nous pouvons dire que la confection de ces grenades a été une belle aventure, associant à la fois savoir-faire traditionnel et technologie de pointe. Plus de 2 tonnes de fonte ont été coulées, plus de 500 pièces ont été moulées et plus de 80 anneaux ont été forgés. Au total, ce sont près de 500 élèves des Arts et Métiers qui ont participé à ce projet, la plupart du temps lors de TP Fabrication avec Monsieur Coste. Au total, ce sont 37 grenades qui ont été entièrement confectionnées. 30 pour la porte de Paris, dont 24 sur le monument et 6 en réserve, 4 pour un monument aux morts de la ville de Cassel et 3 qui seront conservés ici, aux Arts et Métiers de Lille. Un grand merci à vous pour avoir regardé cette vidéo et encore une fois un grand bravo à tous les collaborateurs de ce formidable projet.